Bonsoir. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le chef de l'État et ses collaborateurs ont parlé de santé et d'administration du territoire. Les détails de cette rencontre en tout début d'émission. Les élections législatives arrivent à grands pas et les candidatures affluent déjà à la commission électorale indépendante. De leur côté, les partis politiques également se préparent pour cette future bataille électorale. Les détails des préparatifs dans les différents quartiers généraux au cours du Live Actu. Et puisque nous sommes toujours dans la première semaine après les fêtes, il est important de songer à la remise en forme. Pour ce faire, nous aurons avec nous ce soir Madame Bérénice Kodjoued, elle est coach visionnaire certifiée en réinvention et leadership. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir, chers amis autour de cette table. Monsieur Serge Pachi, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Bien, merci à vous. Ainsi, très bien, merci. Très bien. Ainsi, belle la couleur, saumon. C'est trop bien, c'est trop bien. Saumon? Non, c'est pas saumon. C'est orange. Non, franchement. Joli, on va retenir. On te prend rendez-vous chez l'ophtalmologue. Franchement, vraiment. Très bien. Joli. Nouvelle couleur, jolie. Ainsi, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Jaune? Oui, jaune. Très bien. Donc ça va, je crois que je J'avais peur que tu dises rouge, mais ouais, jaune. Daltonien, on pense que jaune. J'attends la couleur de Madame Bleu. Madame Bleu, saumon. Voilà. Ah, C'est C'est pas du saumon, c'est du rose poudré. Ok. Ah, moi, j'avais tort alors. Si On va chez l'ophtalmologue tous les deux. Voilà, tous les deux. Sophia Ida, bonsoir. Hello, Brice. Toujours un sourire. Yes. Always shining. Always. Thank you. Bon, vous savez désormais, on commence très rapidement avec le point saillant de l'actualité. L'essentiel de l'information, c'est maintenant, c'est dans le Live Actu. Et pour démarrer notre Live Actu, on parle santé avec le début de la campagne de vaccination ramenée au 15 février 2021 en Côte d'Ivoire. Je vais permettre à M. Serge Kouachi d'annoncer quelque chose. Allez. Déjà, il faut que je sache quoi annoncer. On l'a dit. Quand même. Excusez-moi. In English, Being alert. Yeah, being alert. So, l'avare. À la VAR. Qui c'est qui avait dit sur ce plateau "There can be miracle when you believe"? Vous. Merci. D'accord, voilà. Oula, je m'en sors plutôt bien. C'est donc vous aviez dit ça, que des miracles pouvaient arriver en Afrique et en Côte d'Ivoire, puisqu'on était prévu pour avril pour les vaccinations. Voilà. Merci beaucoup. Bravo Brice. Merci Serge. votre Merci. don. Merci beaucoup. Merci. Non, parce que La prochaine fois, il faut juste me donner une fiche. ouais, c'est vrai. beaucoup Mais non, plus. je t'ai dit, vu qu'on en avait parlé, et puis même que je ne savais pas que vous en parlez spontanément, vous allez le dire et tout. Non, mais en plus, on en parlait sur le plateau et ça tombe très bien. Certainement qu'on est regardé au plus haut niveau quand même. Hein, parce que cette suggestion-là, elle avait été faite sur ce plateau-là pour dire, avril, ça pouvait être un peu loin. Et au regard d'une certaine urgence de la situation, je pense que c'est ce qui a expliqué cela. On en parle un tout petit peu. c'est ça. Et ça a été ramené justement au 15 février 2021, à ton grand bonheur, Brice, hein, toi qui trouvais que la date était beaucoup trop longue. Et puis ça reste quand même en deux vagues, comme je l'avais expliqué. On aura la première vague qui va concerner les enseignants, les forces de sécurité et puis le corps médical. Et puis la seconde vague qui va concerner... Vous pouvez rajouter quelques animateurs. Malheureusement pas encore. Bon, et puis cette deuxième vague-là qui va concerner les personnes âgées de plus de 50 ans et puis des personnes qui souffrent de maladies chroniques et puis qui sont assez fragiles de santé. Et donc voilà, donc c'est les mêmes critères, c'est les mêmes personnes qui sont concernées. On avait parlé de 20% de la population. C'est toujours cette même proportion. C'est seulement la date qui a changé et qui a été ramenée justement au 15 février 2021 sous recommandation du grand animateur de télévision Brice Hano. C'est les grandes questions du pays. Merci. Non, mais en fait, on a une forme de magie sur ce plateau-là. Ouais. Parce qu'on avait évoqué une rencontre après le discours du président de la République avec le président. On souhaitait que ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait vite. Ouais. On avait évoqué d'autres choses. Voilà. Et puis là, quand même, on a évoqué. Merci. If there can be miracles. Si vous avez des. When you believe. When you believe. Si vous avez d'autres believe, vous pouvez me dire. Voilà. Vu qu'on nous regarde, Serge, depuis longtemps, lui, il a parlé de thunes. On ne sait pas trop.
Ça se fera, j'ai ce pressentiment-là. Administration territoriale, cette fois, on a un nouveau préfet d'Abidjan. Le nouveau préfet, effectivement, on sait qu'on avait notre préfet, l'ex-préfet Vincent Toby, oui, qui a démissionné. Et il faut savoir que lorsqu'il a démissionné, on avait un préfet intérimaire qui était Bamba Souleymane. Eh bien, ça a été confirmé aujourd'hui. On va dire que c'est juste une petite confirmation pour lui à ce poste-là. Ça a été fait en Conseil des ministres aujourd'hui par le gouvernement qui a procédé justement à la nomination de nombreuses personnalités dans les fonctions de préfet de région et de département. Et puis, c'est Bamba Souleymane qui a été nommé préfet d'Abidjan. D'accord. On a une idée du parcours du préfet Bamba Souleymane? On a une vague idée, en tout cas on sait qu'il était intérimaire lorsque Vincent Toby avait démissionné à ce poste. Il est préfet hors grade et il est l'ancien préfet d'ailleurs de la région du Hunzi et du département de Dimbokro. Donc il a déjà de l'expérience en la matière. J'ai hâte de voir quelle sera sa démarche en termes de communication par rapport aux populations, par rapport aux administrés, à ses administrés également, comment il va se comporter. Est-ce qu'il va communiquer également sur les réseaux sociaux comme l'ancien préfet d'Abidjan? Ça m'étonnerait. Moi aussi, Oui. moi aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va revenir aux fondamentaux traditionnels en griffe de cette fonction. On aura un préfet normal. Pour ne pas dire que l'autre n'était pas normal, mais il avouait lui-même qu'il faisait des choses selon sa nature et pas forcément selon sa fonction. C'est quelque chose qu'il a toujours fait, même quand il était dans l'humanitaire et tout. C'est comme ça qu'il s'est comporté. Ce style de communication n'est pas lié. Il a adapté sa fonction à ses pratiques. Non, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, à la place justement du nouveau préfet, je suivrais justement cette équipe-là qui a gagné et qui a fait quand même parler de la préfecture d'Abidjan. Après, gagner, ça dépend de c'est vrai que c'est une question de personnalité. Non, on se situe, je suis d'accord sur le fait que ce soit une question de personnalité, mais quand on a vu justement la personne qui était là avant nous le faire et qu'on voit que c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche bien, on peut l'utiliser dans sa stratégie. On prend un exemple très précis. Si demain je suis en voyage et que vous devez présenter une émission. Eh bien, je commencerai mes émissions par bonsoir. Et par oui aussi. non, mais on disait que c'était pas un style, c'était un style propre au préfet Vincent Toby. Donc je vois peut-être. Oui, après le style c'est une chose, mais la communication, la manière de communiquer, c'est une stratégie. Après, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la stratégie de communication? Est-ce qu'on parle du fait d'être beaucoup plus proche des populations? Être proche, si c'est ça, être plus proche, je dirais et puis utiliser on prend les ce réseaux qui sociaux, marche peut-être dans la recette de l'autre et on continue. Après, effectivement, on ne va pas copier la personnalité de l'autre parce que je pense qu'on gagnerait, enfin les préfets gagneraient à être beaucoup plus proches, à montrer qu'ils sont beaucoup plus proches des populations, notamment lors des sinistres, ce qu'ils font d'ailleurs. Là, vous évoquez un point important, à montrer peut-être. Alors, il sera peut-être plus proche sans être aussi démonstratif, aussi médiatisé, aussi médiatique. Je pense que le prédécesseur du nouveau préfet d'Abidjan a montré surtout aux populations, je pense qu'il a fait un travail de fond pour son successeur, parce qu'il a montré le fonctionnement réel et l'utilité réelle d'un préfet d'Abidjan, comment ça fonctionne. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'analyse naïve de la stratégie de communication de l'ancien préfet d'Abidjan, parce qu'on a très bien vu où est-ce que c'est potentiellement en train de l'amener. Il n'a pas renié le fait qu'il puisse avoir des ambitions politiques, même s'il a dit que ça a été entraîné par des gens qui le soutiennent et des jeunes qui l'admirent. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est des pierres qui ont été posées depuis le premier jour de sa prise de fonction. Tout était bien tracé dans un plan cybernétique, j'ai envie de dire, pour en arriver à des ambitions politiques. Mais je pense que ce sont des pierres qui ont été mises en place, mais qui sont nécessaires quelque part. Aujourd'hui, la communication est importante pour tout homme, tout leader, surtout dans nos pays, sur le continent. On veut emmener une jeunesse à se mobiliser, à être intéressée par la politique, à être intéressée à servir leur pays. Et moi, pour moi, personnellement, je ne savais pas ce que faisait un préfet avant. Et grâce à ce monsieur, je sais maintenant quel est le rôle d'un préfet. Et pour moi, je trouve que sa manière de communiquer a parlé aux jeunes, a touché la jeunesse. Oui, il ne faut pas en avoir honte de ses ambitions politiques. C'est pour ça que je le dis, il ne faut pas en avoir honte. Bien affirmé aussi. Peut-être qu'avant les ambitions politiques, ou au-delà des ambitions politiques, ou à côté des ambitions politiques, il y a eu une manière de communiquer, il y a eu une manière d'être beaucoup plus proche de la population, qui est peut-être relevée par Sophie Aïda. Comme Sophie l'a dit, en fait, il a réduit
Parce qu'en général, peut-être sous notre pic, en fait, le fonctionnaire d'État qui travaille pour les populations, il n'y a pas vraiment cette proximité en termes d'échange, de diffusion d'informations. En fait, limite, on a l'impression que ce sont des dieux qui sont médiatisés. Là, j'ai un exemple bien précis, là, justement, dans cette période que nous sommes en train de vivre quand on va vers les législatives. Vous allez voir les candidats aux législatives, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont proches des populations dans cette période-là, de façon très étrange. Pourtant, toute l'année, vous n'allez pas forcément les voir aux côtés des populations. Et là, vous allez voir les caméras qui les accompagnent. Oui, mais le préfet, c'était pas une campagne. Mais le préfet, c'était pas pendant une campagne. C'était pas pendant une saison précise. C'était dans une stratégie politique pour se positionner. En fait, peu importe la stratégie. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il y ait une stratégie ou pas, la communication qu'il a mis en place était bonne, à mon avis. Elle a fonctionné parce qu'elle a touché, elle a ouvert les yeux. Oui, mais tout le monde fait quelque chose pour ses ambitions. Tu vois, donc il n'y a pas matière à débat, on est d'accord dessus. Alors. Non, mais oui, Bon, alors, si on est d'accord ou pas sur cette question-là, évoquons à présent la mission, le rôle, ou ce que vous souhaitez que le nouveau préfet, dans sa fonction, puisse établir. Un contact vrai, un contact poussé, un contact de proximité avec les populations. Et plus de transparence dans sa communication, voilà, sur ce qu'il fait avec le population. Si vous allez aux côtés des populations d'Adjamé qui ont par exemple, vous n'êtes pas... Peut-être que lui ne voudra peut-être pas que 12 caméras l'accompagnent. Mais oui, mais pas surtout, mais qu'il puisse communiquer. Moi, je veux dire qu'il a dépoussiéré cette fonction on en entend parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'était en fait. Donc il a dépoussiéré moi, je dirais cette fonction. Le mot, il a dynamisé la fonction, il a apporté une nouvelle touche, j'ai envie de dire une touche à l'américaine, parce que c'était vraiment du show qu'il faisait, et c'est d'ailleurs même ce qui lui a valu, pas forcément la sympathie, je pense, de ses pairs, qui eux sont dans le retrait et le secret un peu de cette fonction-là, qui ont estimé qu'il y avait peut-être un peu trop de communication autour de ces actions. Penser à de la stratégie. Aujourd'hui, si tu demandes à un jeune... mais c'est quand même pas mal. Franchement, ça a dynamisé en tout cas. Si tu demandes à un jeune de la génération TikTok ou un jeune de la génération, voilà, on va dire Instagram et tout, c'est quoi un préfet, le préfet d'Abidjan, qu'est-ce qu'il fait? Il serait capable de te dire une ou deux choses qu'il a retenues. Exactement. Et à la end of the day. Donc il a dépoussiéré la fonction. Déjà qu'on espère avoir sur le plateau, et ça va être un souhait, avoir sur notre plateau le nouveau préfet d'Abidjan, Monsieur Bamba Souleymane. C'est une invitation. C'est une invitation, voilà. Qui pourra lui nous expliquer sa stratégie de communication. S'il veut bien. Peut-être qu'il va un peu moins communiquer, il sera peut-être un peu moins sur les réseaux et sur les médias, il sera peut-être tout aussi efficace. Voilà, wait and see. Okay. En tout cas, on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle mission. Parce que si elle réussit sa mission, eh bien, c'est bénéfique pour nous. Effectivement. Important. On va parler politique, hein, vu qu'on avait déjà commencé à trouver un petit peu. On a déjà un pied dedans. Législative 2021, c'est ce jeu électoral-là qu'on apprécie, avec des candidatures. Le dépôt des candidatures se poursuit déjà. Oui, ça se poursuit jusqu'au mercredi 20 janvier. Donc on a eu le temps de souffler pendant 3 mois, on va dire, après les élections. Donc là, on repart encore pour une autre campagne qui va démarrer bientôt. Mais d'abord, c'est le dépôt des candidatures qui a démarré au niveau des différents partis, donc qui se mettent en ordre de bataille. Et on a pu avoir le mode de désignation, on va dire, des principaux partis qui sont sur la scène actuellement. Donc, au niveau du PDCI, par exemple, à travers une circulaire, donc leur président, Henri Konan Bédié, a défini le processus de candidature. Donc la personne qui sollicite le parrainage du PDCI pour les législatives 2021 doit d'abord remplir les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral. Il doit être un militant fidèle et loyal au PDCI. Il doit être à jour de ses cotisations de 2018. Vous allez m'expliquer ce que c'est qu'un militant fidèle et loyal. Je pense que le président du parti pourrait... Clin d'œil à Kakabe. Très très bien. Être à jour de ses cotisations de 2018, 2019 et 2020, c'est important de payer ses cotisations et s'acquitter d'une contribution financière de 100 000 francs au processus d'analyse des candidatures à payer à la direction financière du parti pour le compte du comité électoral du PDC. Donc, il faut d'abord passer par ce filtre
avant de pouvoir espérer, en tout cas, être retenu, avoir votre candidature retenue au sein du parti pour les législatives. On prend notamment également le cas du RHDP, où le mot de désignation, on va dire, est à peu près similaire, mais cette fois-ci... À une somme près. À une somme près. Et cette fois-ci, au nombre des éléments constitutifs des dossiers, il faut également avoir le reçu de paiement de la caution de 500 000 francs délivré par la direction exécutive adjointe chargée de la trésorerie. Et rappelons que la caution pour les législatives qui est exigée aux candidats, donc au niveau de la CEI, elle est fixée à 100 000 francs. Donc, au PDCI, vous vous acquittez des 100 000 francs en respectant bien sûr les conditions d'éligibilité. Et ensuite, vous vous acquittez des 500 000 francs. Et ensuite, si vous êtes retenu, vous payez les 100 000 francs à la CEI. Et pareil également au RHDP. C'est au RHDP que c'est 500 000 Oui, 500 000 francs au RHDP et 100 000 francs à la CEI. Et au PDCI, c'est 100 000 francs. Tout simplement. Tout simplement. 100 000 francs au PDCI et 100 000 francs à la CEI. 500 000 francs au PDCI, c'est 100 000 francs à la CEI, 100 000 francs au PDCI. Exactement. Au parti. Au parti. D'accord. Et au RHDP, c'est 500 000 francs au parti. 100 000 francs à la CEI. Bien sûr, si vous êtes retenu. Voilà, c'est ça. Parce que vous pouvez payer les 500 000, si vous n'êtes pas retenu, vous n'avez pas besoin de les payer 100 000. Après, c'est savoir si, vu que c'est une caution, donc je pense que si vous n'êtes pas retenu, vous serez normalement remboursé, vu qu'il s'agit d'une caution. Bon, en tout cas, ça annonce des couleurs d'une élection. C'est pas automatique non plus. Comment vous dites, c'est pas automatique? Oui, avec la caution, le système de caution, c'est pas automatique. Le remboursement, même pour la caution présidentielle, c'est fixé à certaines conditions. Donc après, c'est un pourcentage. On ne sait pas pour les législatives, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. On verra bien en tout cas. En tout cas, il y a d'autres candidatures aussi qui sont annoncées, par exemple à Anyama, où il y a une délégation de la plateforme des femmes leaders de cette localité qui a déposé hier le dossier de candidature de Madame Fatim Bamba Koulibaly dans les locaux de la mairie d'Anyama auprès de la coordination régionale RHDP. Et au niveau de Gagnoa, donc ce lundi 4 janvier, la coordination RHDP du GO a enregistré les premières candidatures pour les législatives. Donc c'est le cas par exemple de Conan Julien, qui est délégué départemental d'Oumé 2, qui a précédé à l'accomplissement de la dite formalité exigée par son parti. Très bien, ok. On attend. Et moi, personnellement, j'ai oublié de mentionner le FPI également au niveau de la tendance Laurent Gbagbo également qui s'active pour les législatives. Pour l'instant, on n'a pas encore de noms qui sont ressortis, mais je pense qu'ils auront beaucoup de candidats aussi. Parce que les partis sont en ordre de bataille, on est en train de trouver le bon cheval, entre guillemets. Exactement, voilà, les bons chevaux. Les bons chevaux, oui. Exactement, dans le cas de ces législatives-là, pour que le parti soit le plus représenté possible à l'Assemblée, ou comme Serge disait la dernière fois, qui est même l'opposition dans son ensemble, pour que le jeu démocratique... c'est très bien tout ça. C'est tout ce qu'on veut voir. En tout cas, c'est 255 postes à pourvoir et les populations seront sollicitées dans les prochains mois pour faire participer, faire jouer en tout cas leur voix au niveau de ces élections. À voter. À voter. À propos d'élections, aux États-Unis, on pensait que c'était plus ou moins plié, c'était fini, mais non, il y a des rebondissements. Il y a plus que des rebondissements. Là, je pense que il y a carrément un film qui est en train de se dérouler en ce moment. En ce moment même, au Capitole. La chute du Capitole avec Mike Bunning. Le Congrès a suspendu en urgence la session destinée à certifier la victoire de Joe Biden. Je l'avais dit sur ce plateau que rien n'était encore joué pour Joe Biden. Donc des agents des services secrets américains ont évacué ce mercredi 6 janvier. Donc en ce moment même, le vice-président Mike Pence de la Chambre du Sénat après l'interruption de manifestants pro-Trump dans le Capitole. Alors le Congrès des États-Unis a ainsi donc suspendu en urgence cette session qui devait, juste comme je disais, certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Le président sortant qui refuse, comme je l'avais dit dans le passé, de concéder sa défaite, avait fait appel à ses partisans pour manifester à Washington D.C. En marge de cette séance donc protocolaire. Donc après l'avoir écouté, certains manifestants donc se sont rendus sur place et puis ils ont marché. Interrompu la session. Ils ont cassé les vitres. Ils ont cassé les vitres
du Capitole. Mais il y a des images, je ne sais pas si on a pu mettre les images sur les écrans, mais les images sont quand même en train de se passer là, donc c'est vraiment chaud comme information, c'est breaking news comme on dit. C'est breaking news. On voit des gens escalader les murs du Capitole, on en voit casser les vitres pour rentrer à l'intérieur, on voit la police se démener et Donald Trump, bon, c'est exceptionnel, on a nos téléphones sur... Je pense qu'on devait pouvoir voir les images, mais bon, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Et après avoir mis le feu aussi, Donald Trump, il y a quelques minutes, en dénonçant sur Twitter. Mike Pence, il a dénoncé le manque de courage de Mike Pence. De devoir faire ce qu'il devait faire, justement, pour protéger le pays et la constitution du pays. C'est quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Oui, exactement. S'il ne prenait pas la bonne décision, il allait l'aimer un peu moins. Et c'est il y a 51 minutes qu'il vient de faire cette déclaration sur Twitter. Il est en train de demander, via toujours Twitter, son média préféré, il est en train de demander aux manifestants qui sont rentrés dans le Capitole de redevenir calmes, d'arrêter. Et de respecter la loi et l'ordre, parce que lui, son parti, c'est la loi et l'ordre. C'est il y a 5 minutes. Donc il attend, il a quand même attendu que tout se gâte. Que tout, vraiment, c'est le cas de le dire. Et c'est comme dans les films. C'est comme dans les films. Démocratique aux États-Unis. Oui, on a quelques jours de l'investiture de Joe Biden. À votre avis, quelle pourrait être l'incidence de cette action-là sur le processus? Déjà, il va redémarrer. Déjà, il faut savoir que les élus sont confinés à l'intérieur du Capitole. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, la police est dehors et la police essaye de mettre le calme. We don't know yet. En fait, c'est un jeu de poker. En fait, il essaie de faire une petite démonstration de force, voilà, pour vous dire attention, si vous prenez la mauvaise décision, regardez ce que je suis capable de faire de votre mandat. Je vais rendre ce pays ingouvernable, je pense. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de réussir à faire. Donc, quand vous parliez d'incidence, ne souriez pas, ça n'a rien à voir. Quand vous parliez d'incidence, ça va dépendre. Est-ce que ça va mettre la pression à ces gens qui sont aujourd'hui dans le Congrès par rapport à la décision qu'ils doivent rendre? Est-ce que du côté des démocrates, on va plus se dire que bon, bah écoute, on cherche plutôt à nous débarrasser de ce Trump une bonne fois pour toutes, parce que quand on regarde ce qui est en train de se passer, mieux vaut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, mais bon, ça sera vraiment aller au bras de fer. Wait and see. Sachant que les élections législatives ont eu lieu hier et que dans certains États, justement, il y a des... Il y a eu même des enregistrements. Il y a eu la marée bleue, les démocrates ont gagné. Donald Trump, encore lui, qui était en train de contester, se plaindre, à la limite forcer. Mais quand les choses sont logiques, on va pas faire gagner un candidat juste parce qu'il n'est pas content et qu'il arrive justement à soulever des émeutes au Sénat. Ça ne devrait pas justement agir sur la décision démocratique. Je veux dire, une décision, c'est une décision, quel que soit ce qui se passe. Qu'il y a des cas, c'est vraiment dommage, je le comprends, mais là, je parle de façon très rationnelle. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer qui devrait jouer. On va estimer que pour le symbole. Pour le symbole. Oui, c'est surtout un signal fort, en fait, parce que 70 millions d'habitants et d'Américains, quand même, ont voté, en tout cas soutiennent Donald Trump. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut prendre en compte. Il a réussi à diviser, à polariser tout un pays autour de lui. Je ne suis pas sûr que 70 millions de personnes qui ont voté pour lui soient d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Oui, mais en fait, ils ont quand même voté pour lui avec toutes les manifestations qui se sont passées l'année dernière. Donc ils étaient quand même conscients comment on dit, pas l'appel à la haine, mais du fait que Donald Trump attisait quand même la haine. Ils sont partis dans le démocratique. Mais là, on est bien au-delà. Voilà, mais il faut analyser sans passion. Ces personnes-là qui ont voté pour Donald Trump, dans la majorité, ne sont pas celles qui sont en train d'escalader le Capitole. Évidemment, savent très bien comment mener le jeu politique bien après pour continuer à soutenir pour moi aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre le comportement de ces pro-Trump là au Capitole et le comportement qu'ils avaient quand il y a eu des manifestations contre le mouvement Black Lives Matter, par exemple. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc quand des gens se lèvent et puis ils vont décider de voter pour un candidat qui promeut ce genre de comportement, pourquoi vous êtes étonné aujourd'hui? Bon, allez, ça c'est un peu pour dire, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, il a appelé à l'ordre. Donc, oui, il appelle à l'ordre il y a 5 minutes. Non, mais après 1 heure. On ne va pas tous en même temps, j'ai commencé un propos que j'aimerais bien terminer. Mais on se base sur les faits. Sur les faits. Là, il y a 5 minutes, il a appelé au calme. Donc, ce qui veut dire qu'il ne cautionne pas forcément ce qui est en train d'être passé. Et on ne va pas non plus juger les pro-Trump sur l'ensemble des pro-Trump sur ce que ces casseurs sont en train de faire. Cet échantillon de personnes qui est quand même infime. Il faut savoir raison garder, il ne faut pas aller dans la pression. La plus grande démocratie du monde, en train de nous montrer l'exemple, parce que là, je pense que c'est historique. Je pense que ça n'est jamais arrivé de voir des manifestants
casser des vitres pour rentrer à l'intérieur du Capitole avec, par exemple, Nancy Pelosi qui est en train de tweeter dans son bureau actuellement et qui dit qu'elle est confinée, qu'elle ne peut pas sortir. Exactement. C'est inimaginable. Et il y a eu et c'est ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'il y a eu des tweets d'élus noirs qui disaient « Je suis en train de regarder des démonstrations qui se passent actuellement. Si ça avait été moi, je me serais fait tuer. » Très bien. Bon, après, des réactions sont des réactions. Une chose est sûre, on est en train d'imaginer, nous, pourquoi pas ne pas leur publier un petit communiqué pour appeler les ennemis. Nous sommes dans cette Amérique, justement, où le policier qui avait tiré 7 balles sur Jacob Blake a été acquitté aussi. Hier, bien sûr. On est dans cette Amérique-là. Bon, en tout cas, Sophie Aïda, votre mandat, votre mission, de suivre les développements de cette actualité-là. Et demain, sait-on jamais, on pourra vous retrouver pour nous en faire un peu le point. Voilà. Ça marche. On va tourner la page ensemble, si vous voulez bien, d'actualité de notre Life Actu pour ouvrir celle de notre lu, vu et entendu de ce soir. Et ce lu, vu et entendu était ce matin à la une du quotidien ivoirien L'Expression. Le journal a titré « Prétendu prisonnier militaire de la crise post-électorale, tout sur ses officiers pro-Gbagbo promus par Ouattara ». Bon, un titre qui a retenu l'attention et la plume de nos éditorialistes maison. Je pense que déjà, ce genre de une, c'est très, c'est très racoleur déjà dans le contexte dans lequel on est en train de s'engager. On a parlé de crispation. Mêler, à mon avis, l'armée à ce genre de titre, alors qu'en général, l'armée, c'est la grande muette et on veut surtout passer à autre chose, c'est assez délicat quand même. Je pense, à mon avis, c'est pas du journalisme. Je ne sais pas s'ils ont vraiment investigué ou c'était nécessaire même de le faire. Bon. C'était quoi l'objectif finalement de cet article ou de ce titre-là, vu que je ne suis pas sûr que ces militaires-là qui sont présentés comme étant des pro-Gbagbo seraient très à l'aise avec cette appellation, en fait, vu que dans l'armée, on en parlait. C'est pour journal. Pour moi, c'est un non-événement. Je veux dire, même si le président a décidé de promouvoir, on dit ça, promouvoir, parce que ces militaires, qu'ils soient pro-Gbagbo ou pas, à partir du moment où c'est des hommes compétents, ils méritent d'être promus. Mais après, c'est même de l'appellation. Pourquoi en faire une première d'un journal. De base, on estime qu'ils ne sont pas censés avoir des partis pris. Ils servent la population. Donc pourquoi dire que ce sont des pro-Gbagbo ou pourquoi indexer justement les pro-Gbagbo qui ont été promus? Parce qu'il n'y a pas que ces pro-Gbagbo-là qui ont été promus. S'ils sont vraiment pro-Gbagbo. S'ils le sont vraiment. Ce qu'on ne sait pas, parce que c'est très subjectif de le dire. C'est très subjectif de le dire. Je ne pense pas que sur leur badge ou leur pièce d'identité, ce soit noté pro-Gbagbo, non. Donc, moi, je veux dire, on est tous d'accord sur ce tour de table-là pour dire que, allez, déjà, c'est un journal qui dit proche du pouvoir, mais une pareille, je pense que c'est du zèle, parce que ça ne sert même pas aux intérêts du pouvoir en place. Parce que quand le président prend cette décision-là pour promouvoir des militaires, c'est juste ça. Voilà, c'est pas des pro-Gbagbo qui sont militants, c'est pas des pro-RHDP qui sont militants dans l'armée. Il n'y a pas de politique en principe. Et si ces personnes-là sont toujours dans l'armée jusqu'aujourd'hui, c'est que c'est juste des militaires républicains et loyalistes. Point final. Dans le contexte actuel, on ne peut pas, en toute responsabilité, afficher une pareille. Une tendancieuse surtout. Une tendancieuse, une pareille qui prétend dire que, bon, dans l'armée, il y a des militaires qui n'évoluent pas simplement parce qu'ils sont pro-Gbagbo. Mais regardez aujourd'hui, comme le président est magnanime, même s'ils sont pro-Gbagbo, on les décore quand même. C'est très tendancieux et c'est comme ça que je l'analyse. Je trouve que c'est pas professionnel du tout. À un moment, il faut que nos très chers collègues arrivent à mettre de l'eau dans leurs plumes. Je l'invente, cette expression, mais vraiment pour être un peu plus professionnel, quoi. La question, c'est même de savoir qu'est-ce qu'on appelle officier pro-Gbagbo. Est-ce que ce sont des gens qui ont servi justement lorsque Laurent Gbagbo était président et qui aujourd'hui servent sous le régime Ouattara? On estime que tous les militaires sont censés le faire puisqu'en réalité, ils ne servent pas un président en particulier, ils servent le gouvernement et la population. Donc il n'y a même pas lieu justement de la République. Ils sont au service des institutions, comme on dit. Et il n'y a même pas lieu justement d'indexer ces officiers-là selon les partis politiques. Pour cette une carton rouge. Non événement.
Demain, pour cette une orange. Demain, regardez la une de cette une, ils vont en carton rouge au live talk, parce qu'ils ont traité l'information. Sont-ils journalistes professionnels? Voilà. Mais bon, en tout cas... c'est de bonne guerre. Voilà. Bérénice Kodjoued est avec nous dans notre studio autour de cette table. Elle est coach visionnaire certifié en réinvention et leadership. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, vous êtes coach visionnaire certifié en réinvention et leadership. En langage simple pour nos téléspectateurs. Votre travail, c'est quoi? Ah non, mais c'est une très bonne question parce que là, comme ça, on vous imagine avec une boule de cristal ou avec un jeu de tarot. Oui. Visionnaire. Alors, mon travail, c'est tout simplement accompagner des personnes. Accompagner des personnes à changer quelque chose dans leur vie, à changer leur vie, à aimer leur vie. Voilà, okay. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est ça. Pourquoi visionnaire? Visionnaire parce que j'ai eu ma certification justement dans un programme de coaching qui est basé sur la vision. Voilà, c'est The YouVision, qui est un programme international. Et The YouVision, est basé sur la vision parce que ça part de la citation de Helen Keller, qui était une conférencière américaine, qui disait, je cite, « La personne la plus pitoyable du monde, c'est celle qui a la vue sans vision ». Et je précise qu'Helen Keller était aveugle. Elle était la première personne à avoir des diplômes universitaires, une première personne sourde et aveugle à avoir des diplômes universitaires. Donc notre programme de coaching est basé sur la vision. Voilà pourquoi la certification, c'est coach visionnaire certifié. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir coach? Est-ce que vous aviez un métier avant de devenir coach, mais vous avez toujours voulu devenir coach visionnaire? C'est une très bonne question, je vous remercie. Parce que justement, aujourd'hui, on a cet effet de mode-là. On voit des coachs un peu partout. Moi, j'avais un métier, j'ai une formation, j'ai une maîtrise en gestion. J'ai un niveau master en marketing et communication. J'ai fait aussi journalisme spécialisé et animation. Et donc, je ne suis pas venue au coaching parce que je n'avais rien à faire ou parce que je voulais me faire voir. J'ai senti ce besoin d'accompagner des personnes, de les accompagner pour aimer leur vie, pour les aider à faire ce que moi j'ai fait pour moi dans leur vie. Voilà comment... Combien de temps que vous exercez comme coach depuis que vous avez arrêté votre ancien métier? Je n'ai pas arrêté en fait, je continue parce que je suis entrepreneur, mais en marge de ça aussi, je fais du coaching. Et donc, c'est depuis 2019 que j'ai senti l'appel et puis je me suis formée. Et puis voilà que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, j'accompagne des personnes. Voilà. Je retiens un mot, je vais revenir là-dessus, l'appel tout à l'heure. Sophie, vous avez une question? Non, mais ça, je trouve le métier de coach, c'est un métier, je pense. Oui, c'est un métier. Je trouve ça très intéressant, mais aujourd'hui, on voit un boom, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, de coach qui apparaît un petit peu, surtout sur la toile. Avec le confinement, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de coachs en live sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas finalement un effet de mode ou un moyen de soutirer de l'argent, on va dire, à des personnes vulnérables? Selon vous, qu'est-ce qui a justifié qu'est-ce qui explique ce boom-là au niveau des coachs en développement? C'est quoi? C'est de vrais besoins des gens où on s'était dit finalement il y avait un moyen de pouvoir obtenir des choses? Moi, je pense qu'en fait, les réseaux sociaux ont contribué à cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit coach, qu'on soit blogueur, c'est la même mouvance. Donc, tout le monde vient et puis chacun s'exprime. Donc, les réseaux sociaux ont donné la parole à vulgariser, la parole. Donc, chacun vient et puis fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de règles, personne ne contrôle, on ne contrôle rien. Donc, je me lève, je viens aujourd'hui, je dis, je suis coach et puis j'accompagne des personnes, je donne des conseils. En réalité, le coaching, ce n'est pas donner des conseils. Le coaching, c'est un accompagnement. C'est donner des outils à la personne qu'on accompagne, qui pourra prendre sa vie en main. Ce n'est pas rester sur la toile et puis parler. Non, ce n'est pas ça. Et on ne reste pas en fait un éternel coaché. C'est différent du mentoring, parce que quand on est mentor, on peut avoir un mentor toute sa vie. Mais ce n'est pas normal qu'on ait un coach toute sa vie, parce que le coach, c'est à une période bien déterminée. Si j'accompagne quelqu'un et qu'au bout d'un certain moment, selon l'objectif que la personne m'a présenté au départ, si après la personne n'arrive pas à se prendre en main, moi j'ai échoué dans mon coaching. Donc du coup, c'est différent. Tout est dans la stratégie et dans la méthode. Voilà. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure dont je parlais, c'est l'appel. J'ai cru me retrouver dans un autre domaine. Parce qu'effectivement, à un moment donné, certains ont fait des rapprochements entre le spirituel et le coaching en développement personnel. C'est quoi
La différence. La vraie méthode. La différence. Vous, on t'appelle. Pourquoi vous avez utilisé le mot appel déjà? Un appel parce qu'en fait, moi, je le faisais déjà sans avoir la certification. Parce que j'ai fréquenté des personnes qui étaient tout le temps plus âgées que moi. Donc, du coup, moi, j'ai appris auprès des personnes. J'avais déjà une longueur d'avance sur des personnes. Et c'est lorsque je devais avoir mes 40 ans que j'ai senti ce déclic-là. Je me dis, parce que... Oula. En fait, j'aurais juré que vous en aviez 24. Merci, c'est gentil. Alors, j'ai eu 40 ans l'année dernière. Et donc, le 6 février, voilà, 2000, j'ai eu 40 ans. Donc, j'aurai 41 ans bientôt. Donc, c'est lorsque je devais avoir mes 40 ans, je me suis dit que j'ai quelque chose à faire à cet âge-là. Voilà. Il faudrait que je puisse aider les personnes, justement, à réorienter leur vie. Alors, coach, si je peux vous appeler coach. Oui. Je suis en face de vous. On considère que vous me rencontrez peut-être dans la rue ou dans un supermarché, puisque vous avez cette vision-là. Est-ce que vous avez justement la vision qui vous permettrait peut-être de déceler chez moi, peut-être physiquement ou dans mon comportement, ou dans mon regard, ou je ne sais pas, quelque chose que vous aimeriez améliorer? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à la demande ou est-ce que c'est à la détection? Alors, généralement, c'est à la demande. Parce que quand on veut changer quelque chose, quand on contacte un coach, c'est parce qu'on a remarqué quelque chose. Voilà, on veut quelque chose, on veut obtenir quelque chose, peut-être que seul on ne peut pas, donc on contacte le coach pour le faire. Donc le coach n'est pas là en fait... C'est différent d'un prophète. Le coach n'est pas là en fait pour détecter si vous allez bien, si vous n'allez pas bien. Non, vous demandez à être accompagné. Par contre, si je fréquente des personnes et je me rends compte que dans nos relations, la personne a besoin que je l'accompagne, je peux lui proposer. Mais sinon, au départ, à la base, c'est la personne qui exprime sa demande. Alors, c'est quoi la différence entre ce que vous faites et le travail d'un psychologue, par exemple? Alors, le psychologue, il va travailler parce que le psychologue est formé justement pour... Par rapport à la question qu'il a posée, le psychologue peut détecter certaines choses. C'est vrai qu'en faisant le coaching légal... Je disais à quel moment il allait retrouver le psychologue peut détecter certaines choses qui ne vont pas chez vous. Voilà. Donc, le coach ne peut pas, en vous regardant comme ça, je ne vous connais pas, je vous rencontre dans la rue, je me dis, bon, vous n'allez pas bien. Non. Le coach ne peut pas le faire. Par contre, le coach doit également s'intéresser à la psychologie parce que ça contribue justement à aider la personne à retrouver ses sens. Vos méthodes sont très scientifiques, en fait. Elles sont basées sur des observations liées aux problèmes de l'homme avec grand H. C'est ça. Alors, du coup, quand vous avez quelqu'un qui vous sollicite pour un problème, c'est des problèmes généralement que vous avez vus chez d'autres personnes et vous savez exactement quelle méthode employer pour que la personne s'en sorte. Et Sophie a parlé tout à l'heure du développement des réseaux sociaux qui a permis une sorte de floraison des coachs. Qu'est-ce qui vous différencie des autres coachs? Tout est dans la méthode. Quelle est votre méthode? Tout est dans la méthode parce que quand on accompagne quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on accompagne quelqu'un, il faut savoir déjà au départ, la personne qui exprime sa demande, vous allez signer un contrat d'engagement parce que je veux pas, actuellement monter un projet. J'aimerais un accompagnement pour monter mon projet parce qu'on accompagne aussi des entrepreneurs. Voilà. J'aimerais monter un projet et donc sur ce projet-là, voici comment est-ce que vous devez vous y prendre pour pouvoir monter votre projet. Vous comprenez? Pour passer de l'idée à l'action. Donc d'abord, c'est des choses qui sont écrites, on a un objectif à atteindre avec la personne qui demande le coaching. Et quand on a écrit l'objectif, on lui trouve maintenant les moyens. C'est ce que je dis en fait. On est dans la nouvelle année, on parle de... résolution. Pardon? Résolution. De résolution, oui, d'accord, c'est vrai. Mais je veux dire que, et puis on parlait tout à l'heure de religion, il y en a qui sont partis à l'église le 31 qui ont prié, on leur a dit par exemple, cette année, soit tu vas avoir un enfant, tu vas te marier, tu vas monter ton business. Mais si tu ne déroules pas un plan d'action, si tu ne te mets pas en action, ben le miracle ne se fera pas. Tout ne tombe pas du ciel en fait. Bon, alors, donc je dis, ce sont des ingrédients. Il faut réunir des ingrédients pour pouvoir atteindre son objectif. Un cas pratique. Hein. Alors, je suis amoureux de Madame Bleu, Monsieur Bleu m'excusera. Secrètement, je ne sais pas comment faire pour la draguer. Coach, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, vous savez qu'elle est mariée.
Tu aimes le danger. Disons qu'elle n'est pas mariée. D'accord. Donc allez-y, avec Sophie Aïda, qui est juste à côté de vous. Non, mais elle n'est pas en face de moi, je ne pourrais pas la regarder dans les yeux. Si le coach me demande de la regarder dans les yeux, je fais comment? Tu aimes le danger, hein? Alors déjà, si vous savez que la personne est mariée, ben, ne vous y aventurez pas parce que... C'est le premier conseil que les bien gens sûr. C'est un bon conseil, effectivement. Pour revenir, coach, en réinvention, vous êtes certifié en réinvention. Parce qu'après, la question qui suit, c'est, en vrai, c'est quoi votre domaine d'action? Vous agissez, Serge parlait tout à l'heure, certainement du volet matrimonial, conjugal ou émotionnel, sentimental, mais vous parlez également du domaine des affaires. Vous intervenez dans quel domaine? Alors, comme je l'ai dit, la réinvention, c'est quoi? Réinvention, c'est aller sur un autre aspect. C'est aller sur un autre aspect, c'est améliorer quelque chose. La réinvention. Le leadership, tout le monde sait ce que c'est que le leadership. Le leadership, c'est la capacité à influencer. Voilà, des personnes, un groupe de personnes, voilà. Donc, je vais dire, dans mon domaine précis, c'est de permettre à des personnes d'atteindre un autre niveau dans leur vie. Voilà. Dans tous les domaines. Oui. Peu importe. Oui, que ce soit au niveau personnel, comme je l'ai dit, au niveau professionnel. Il y a des personnes, par exemple, qui sont dans le salariat, qui veulent aller dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas, par exemple, la méthode, qui ne savent pas comment s'y prendre. Parce que aller quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, c'est comme faire un saut dans le vide. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez dit, quand Edith vous a posé la question, qu'est-ce qui vous différencie des autres coachs? Vous avez dit que c'est la méthode. Mais est-ce qu'un coach doit forcément être certifié ou doit forcément avoir la même méthode? Ou est-ce qu'il y a une méthode ultime pour pouvoir... Pour rajouter même à ta question, quels sont les critères pour différencier un bon d'un mauvais coach? Parce que je connais des personnes qui coachent, d'autres personnes qui n'ont pas forcément de certification, mais qui ont une expérience, une expertise dans un domaine en particulier et qui ont pu accompagner des gens d'une étape à une autre. Des grands frères. Non, pas du tout. Mais il y avait une méthodologie, mais il n'y avait pas de certification. C'est ça. Oui. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je peux avoir, moi, des compétences pour accompagner des personnes. Mais quand j'ai la certification, ça vient confirmer que vraiment, effectivement, je travaille dans la légalité. Oui. Voilà. Je ne peux pas vraiment... je peux avoir des capacités à accompagner des gens à avoir des résultats, mais quand j'ai la certification, ça veut dire que je suis formée pour... Oui. Voilà, ça me donne un cachet officiel. Oui, mais c'est un cachet, tout le monde n'est pas justement certifié. Voilà. On peut ne pas être certifié, avoir des compétences pour le faire, on le fait. Ça marche tant que c'est bien. Tant que c'est bien, il n'y a pas de souci. Okay. Mais le jour où il y a un souci, le jour où il y a un problème, c'est là où on va demander, mais pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez l'autorisation ou bien est-ce que vous avez les compétences réelles pour le faire? On le fait peut-être de façon dans les formels. Dans tous les métiers, en fait, c'est pas dans tous les métiers, mais ça existe en fait. Ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, de formation en communication, mais qui accompagnent, qui coachent des gens en communication. Mais il y a quelle aujourd'hui, il y a quelle technique, enfin, je veux dire, il y a quelle, je cherche un terme, une situation se présente où Monsieur Kouachi rencontre un coach et il a des intentions vis-à-vis de Madame Bleu qui est mariée. Bon, le coach... non, on va passer sur l'exemple. Non, je sais pas, vous avez commencé. Faut pas trop abuser de la patience de Monsieur Bleu qui est devant son petit écran en ce moment. Vous êtes mal conseillé. Il est mal conseillé. Et il pose un acte. Vous parliez tout à l'heure de si un problème se présente, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme recours? Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous poursuivre? Enfin, pas vous. Est-ce qu'on peut poursuivre ce mauvais coach-là aujourd'hui? S'il est certifié. C'est vrai qu'il n'y a pas de réglementation. Voilà, il n'y a vraiment pas de réglementation pour dire qu'aujourd'hui, si le coach a accompagné quelqu'un, il y a un souci, alors il y a une loi qui dit qu'on doit, par exemple, punir cette personne. Non, mais je veux dire, la personne aussi a recours, elle peut aller porter plainte pour dire que j'ai été accompagnée par telle personne et voici ce qui s'est passé dans ma vie, voilà telle personne qui m'a... Après, vous dites qu'il y a un contrat de toute façon, donc en tout cas, prenant votre cas, vous êtes certifié, il y a un contrat, et je pense que dans les termes du contrat, si le client pense que les objectifs n'ont pas été atteints, il y a forcément peut-être un règlement qui pourrait arriver en justice et tout. Il y a forcément une réglementation même au sein des contrats que vous mettez en place. Bien sûr, parce que le contrat, c'est quelque chose qui lie deux personnes. Voilà, donc toutes les deux, on s'assoit et puis on se dit, bon, à la fin du coaching, voilà ce que la personne doit être capable de faire. Et après, si la personne se rend compte qu'elle n'a pas atteint son objectif, peut-être que ça peut être dans la formulation également de l'objectif qu'elle a présenté au coach. Est-ce que tout le monde peut s'offrir les services d'un coach? Ça coûte cher? Non, pas du tout. 20 000 francs l'heure pour le coaching. Alors, justement, votre pire ennemi, ce sont les mauvais coachs, j'ai envie de dire.
Parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui pourraient un tout petit peu dégrader l'image, salir l'image du coach. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant que coach certifié, vous êtes érigé en association? Est-ce qu'il y a un syndicat? Il y a un canal, un syndicat? Comment vous êtes organisé? Comment aider vos clients à différencier et à s'orienter directement? Au niveau international, oui, mais en Côte d'Ivoire, non. Vous n'êtes pas regroupé en association? Non, pas en Côte d'Ivoire. Pas encore. Peut-être que ça va se mettre en route parce qu'on a ici, on a entendu ici là que des personnes qui voudraient mettre quand même une association en place, mais ici ce n'est pas encore fait. Voilà. Quel regard vous portez sur ces personnes qui considèrent que, entre griffes, c'est un peu méchant ce qu'elles pensent, mais on va le dire tout haut ici, vous considérez comme des rapaces en fait, des personnes qui viennent à l'affût d'autres qui sont beaucoup plus faibles et qui sont dans une forme de souffrance, une forme de besoin. Je vais arriver à terminer, s'il vous plaît, parce que j'ai quand même la maîtrise de mes propos et de mes mots, qui considèrent que vous êtes un métier d'opportuniste, mais surtout un métier d'après-crise. Parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas autant de coachs. On a connu la guerre, on a des gens qui sont affaiblis émotionnellement, psychologiquement, et boum, on a 18 000 coachs un peu partout. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous parlez de la Côte d'Ivoire parce que... de ce qu'on connaît. Oui, bien sûr, mais sinon les coachs existent sous d'autres cieux. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Les coachs existent sous d'autres cieux. Ce que je veux dire aux gens, c'est que chacun a une intelligence. Et c'est notre intelligence que nous devons utiliser même quand nous allons voir un coach. On ne va pas suivre à la lettre justement ce que le coach dit. C'est-à-dire que si mon bon sens me fait comprendre, je me rends compte que ce que le coach dit, c'est en désaccord en fait avec moi, mes valeurs, avec ce que je pressens, je ne vais pas suivre le coach. C'est pareil en fait pour la religion. Quand on va se confier à un pasteur ou à un prêtre, je veux dire, le premier discernement, c'est son intelligence. Voilà, toute personne est dotée d'une intelligence. Vous parlez du libre arbitre, c'est ça? Oui. Parce qu'on ne peut pas se laisser influencer, mais vraiment sans... Vraiment la tête dans le guidon, parce que c'est le coach qui a dit « alors je suis ». Il faut utiliser son intelligence d'abord. C'est vrai qu'on a besoin d'une aide pour réussir quelque chose, mais on ne va pas justement aller tout droit dans le mur parce que c'est le coach qui a dit. Et puis il y a des personnes... vous faudrait savoir... Il y a des petites natures aussi, madame. Il faudrait connaître aussi votre pourquoi, justement. Parce que si vous n'êtes pas bon pour l'entrepreneuriat, que le coach dit forcément il faut aller dans l'entrepreneuriat. Est-ce que justement là, on a une obligation au niveau du coach? Est-ce que des fois, ça arrive au coach de dire bon, bah écoutez, je pense que vous n'avez pas les aptitudes pour tel domaine? Est-ce que non, ça peut ça, arriver? c'est pas du coaching. Okay. Non, c'est pas du coaching. Donc, quel que soit alpha? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on coach quelqu'un, c'est le coaché qui a les réponses à ses questions. Le coach lui ouvre l'esprit, mais c'est la personne qui répond aux questions. Ce n'est pas le coach qui met les réponses dans la bouche du coaché. Non, c'est pas possible, oui. C'est pas possible. De toute façon, dans ce cas, ça veut dire que c'est le coach qui va guider votre vie. Non. Vous avez les réponses. Cette fois-ci, il a eu les réponses de M. Bleu tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. On va marquer une pause. Dans l'oreillette, il a eu les réponses. Merci, madame. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. On va marquer une pause et vous retrouver tout à l'heure pour la suite et la fin de notre rendez-vous. Madame Bérénice Kodjoed, elle est coach visionnaire certifiée. C'est important de le dire, maintenant qu'on en sait un peu plus, en réinvention et leadership, communicatrice, entrepreneur dans la communication. Alors, ça me permet de poser la prochaine question. Personnellement, les premiers coachs ou les personnes qui interviennent dans ce domaine-là qu'on rencontrait, c'était les personnes qui avaient réussi dans des domaines. Donc, qui donnaient des conseils sur comment réussir en entreprise, parce qu'elles-mêmes avaient été... En fait, c'était des modèles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a même des gens qui ne sont pas mariés, qui donnent des conseils à des gens dans des foyers. Ou alors des gens divorcés, qui donnent des conseils à des gens pour réussir leur mariage. Oui. Faites ce que je dis. Mais ne faites pas ce que je fais. En fait, peut-être que ces personnes qui sont divorcées, qui donnent des conseils à des personnes pour réussir les mariages, elles ont acquis une expérience. Elles ont acquis une expérience, donc c'est ce qu'elles ont fait dans le mariage ou ce qui s'est passé dans le mariage qui n'a pas marché, c'est ce qu'elles vont partager en fait. Un retour d'expérience. Parce qu'on dit qu'on n'échoue pas en fait, on apprend. On apprend, soit on gagne. Voilà, donc je pense que c'est sur la base de leur expérience
qu'elles accompagnent. Et vous dites quelque chose d'important tout à l'heure, madame, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de personnalisation du coaching. Alors que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des personnes qui ont des conseils plutôt généraux, comment réussir avec 500 francs ou la photo d'une poule pour devenir le plus grand exportateur de poules au marché. Est-ce que vous pensez que cette pratique-là est de nature à favoriser un vrai coaching des personnes? C'est un peu trop large. Quand je vous entends, on parle vraiment d'un coaching personnalisé. Oui, personnalisé, précision, parce que la personne viendra avec son cas pratique, son cas personnel. Mais sinon, ce genre de conférences ou de live que les gens font, justement, il y en a qui se retrouvent dedans et qui trouvent des éléments qui puissent les accompagner, les aider justement à changer quelque chose ou à améliorer quelque chose dans leur vie. Est-ce qu'il y a une vision globale autour de cela? Et si oui, quelle est-elle pour l'Ivoirien? Parce que là, on va vraiment parler des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Puisque vous considérez, vous, en tant que coach, que tout le monde a les aptitudes pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Quelle est la vision globale pour vous? Est-ce qu'il y a une vision dans votre YouVision? Bien sûr. Tout le monde. Il y a une vision. C'est quoi le message de cette vision? Il y a une vision, c'est-à-dire que chacun doit connaître sa mission et sa vision. Justement, chacun a son pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes différent d'elle parce qu'il y a des choses que vous faites qu'elle ne peut pas faire. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Il faut connaître votre mission, il faut connaître votre pourquoi. En fonction de ça, vous vivez. En fonction de ça, vous vous développez. Ne faites pas du suivisme parce que telle personne a réussi dans tel domaine d'activité, dans telle chose, que moi aussi je fais pareil. Parce que chacun est différent de l'autre. Et c'est notre différence qui nous permet justement de nous affirmer, de nous mettre ensemble pour évoluer. Donc du coup, il faudrait d'abord, la base, c'est de connaître sa mission. Ce à quoi vous êtes prédestiné, d'abord. Quand vous le savez, vous formulez votre vision, vous déroulez vos objectifs et votre plan d'action pour pouvoir réaliser votre vision. Et vous pouvez aider des personnes à connaître ce pourquoi elles sont prédestinées? Oui, c'est ce qu'on fait à YouVision justement, aider des gens justement à connaître leur mission. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on arrive à connaître sa mission? J'aimerais bien connaître la mienne. Est-ce que vous pouvez m'y aider, séance tenante? Séance tenante, non. Non, en fait, bon, il a le choix des mots, mais je vais peut-être lui en suggérer. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui pour peut-être connaître aujourd'hui, pour savoir ce dont une personne a besoin? Vous êtes en train de gâcher ma séance, là. Vous avez commencé à l'œil, en plus, j'allais avoir gratuitement. Il y a le questionnement. Voilà. Il y a le questionnement. Donc, le premier outil, c'est le questionnement. Il y a les souvenirs. Parce que quelquefois, notre mission est enfouie dans nos souvenirs. Donc, il y a tout un travail à faire pour savoir qu'est-ce que la personne a vécu dans son passé, quels sont les souvenirs. De psychanalyse. Quels sont les souvenirs que vous avez et que vous racontez avec émotion. Il peut y avoir plusieurs souvenirs que vous racontez, mais il y a un ou deux souvenirs que vous allez raconter, mais quand on va voir toute l'émotion qui va avec, on va sentir qu'il y a quelque chose. Ce travail-là, vous l'évaluez en combien de temps? Ça dépend. Ou en combien de séances? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes et ça dépend de l'objectif qu'on voudrait atteindre avec la personne. Mais sinon, à partir de 5 séances, 6 séances, on peut aider la personne justement à déterminer son pourquoi. Mais c'est en tout en fait. Après son pourquoi, il faut savoir justement qu'est-ce que la personne envisage de faire. Voilà. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde à la maison et qui a ressenti, comme vous, cet appel, ce besoin de vouloir aider ou accompagner d'autres personnes. Comment est-ce qu'il fait pour se certifier? Justement, il s'inscrit au programme et puis il suit la formation. Mais est-ce que cette formation peut être faite en ligne, oui, à distance? Elle se fait en ligne parce que c'est un programme international, justement. Il y a des personnes qui sont inscrites, qui sont de plusieurs pays, donc ils s'inscrivent pour se former. Il y en a qui veulent justement développer soit leur leadership. Il y en a, par contre, on forme aussi des coachs. Je sais comment est-ce qu'on peut y aller? Sur quel site? C'est quoi le site? C'est theyouvision.com. Theyouvision. Voilà. THE. Oui, THE. Rapidement, je suis curieuse de savoir la typologie de vos clients. Quelles sont les personnes qui vous contactent le plus parmi vos clients? Il y a des entrepreneurs. On parle souvent de catégories socio-professionnelles, de genre, plus les femmes, les hommes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir humoristes, par exemple, comme Rissano? Non, pas d'humoriste. Pas d'humoriste, mais c'est surtout les femmes. Surtout les femmes, parce que des études ont montré que, justement, la plupart des femmes ont les compétences comportementales qu'elles n'ont pas, justement, par rapport aux hommes. Aujourd'hui, on parle de leadership féminin, parce que ça a une source, en fait. Ça a une source. Et donc, il y a plus de femmes qui nous contactent parce
que je n'ai pas confiance en moi, parce que j'ai un problème pour parler en public, parce que je veux monter mon business, mais mon entourage me dit non, je suis une femme au foyer, je ne sais pas comment concilier ma vie professionnelle avec ma vie familiale. Donc la plupart, ce sont des femmes. La tranche d'âge? À partir de 25, 30, voilà, et plus. Et très souvent, je pense que c'est voilà, peut-être même une qu'on a accompagnée qui a 64 ans, voilà. Et je pense que peut-être c'est très souvent aussi parce qu'elles ont beaucoup de capacités qu'elles ont enfouies aussi. Dans notre société africaine n'encourage pas souvent les femmes à se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou à faire tout simplement ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles aiment faire. Et donc je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elles sollicitent des coachs, parce que je pense que des fois, vous l'entendez, elles ont des rêves qu'elles ont enfouis au fond d'elles, elles ont des capacités qu'elles ont éteintes à cause justement des messages peut-être de la société. C'est vrai, il y a la société, il y a notre culture et tout, mais je veux dire qu'au niveau international également, il y a des femmes, aussi qui sont à un certain niveau, mais qui ont eu ce problème-là, par exemple, de confiance en elles. Je prends l'exemple de Christine Lagarde, qui est une femme qui est dans l'institution la plus puissante financièrement au monde, mais qui a aussi connu ce problème. Je l'ai lu dans un livre parce que dès le bas âge, ses parents, quand on a vu cette carrure, dès le bas âge, en fait, il y a eu des choses qu'elle a faites avec ses parents qui ont contribué à lui donner en fait cette carrure-là. Mais sinon, se retrouver avec des hommes, parmi des hommes en train de prendre des décisions au niveau mondial, au niveau financier, il y a toujours ce problème de confiance. Exactement. Donc du coup, ce n'est pas propre à la société africaine, mais c'est aussi valable pour d'autres femmes sous d'autres cieux. Mesdames, si vous voulez bien, on va revenir. Vous avez oublié. C'est mon rôle de vous ramener de temps en temps. Le problème de mon ami, là. Oui. Ah oui, parce que je dois payer une séance pour un ami, parce qu'il doit connaître sa vision. Il est partagé, le pauvre, entre l'humour, l'animation radio et l'animation télé. Il ne sait plus trop. Oui, j'aimerais vous voir. Il est habillé en bleu. Il sait bien où il s'en va. Et c'est pas Monsieur Bleu. Je peux vous rassurer, il sait bien où il s'en va. Alors, madame, justement, c'est la fin d'année. C'est le début d'année, pardon. Nous sommes en début d'année, il y a des résolutions, il y a des personnes qui ont envie aujourd'hui d'entendre gratuitement via nos antennes un petit conseil pour cette nouvelle année sur leur décision, déjà des résolutions, d'entreprendre et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? D'accord. Alors, ce que je peux leur dire, c'est que déjà, il faudrait pouvoir visualiser ce qu'on souhaite avoir comme résultat cette année. Il faut visualiser. Il faut se dire. Je prends l'exemple les envies de femmes enceintes, justement. Quand une femme qui est enceinte, qui a envie de manger soit sa sauce copée avec tout. Déjà, elle s'imagine en train de manger ça, avant même de l'avoir. Alors, si pour avoir un repas, on apprête le repas, on choisit les ingrédients qu'il faut pour avoir le résultat final, pourquoi pas pour notre vie, pour notre année, pour tout ce que nous voulons entreprendre. Ça ne tombe pas du ciel. Alors, il faut visualiser. Quand on a fini de visualiser, il faut réunir ces ingrédients. Il faut réunir tous les ingrédients, quand on a réuni les ingrédients, et maintenant dérouler son plan d'action. Parce que je dis, c'est l'action qui déplace les montagnes. Alors, et maintenant, quand on dit aussi que la roue tourne, mais pour que la roue tourne, il faut la pousser ou bien il faut la tourner. Sinon, si elle est là, elle reste la figée, voilà, elle n'aura pas. Donc, il faut se mettre en mouvement. Parce que c'est l'action qui... Et puis, puisque nous sommes maîtres de notre vie, nous sommes les architectes de notre vie, c'est à nous de penser ce que nous voulons. Donc, quand on dit prendre sa vie en main, ce n'est pas un slogan. Prendre sa vie en main, c'est tenir compte de soi quand on agit, justement. Donc, il faudrait penser le résultat qu'on voudrait avoir, réunir les ingrédients et puis mettre son plan d'action en route pour pouvoir atteindre les objectifs. Il faut pouvoir posséder, en fait, ses heures, il faut posséder ses minutes, il faut posséder ses mois, il faut posséder son année. Mais comment? C'est justement à partir de là. Il y a The YouVision. On peut vous contacter, votre page Facebook. C'est BK Coaching, BK plus loin Coaching. BK, donc B-E-C-A ou B... Non, B et K, Bérénice, Coachwed. B comme Bérénice et K comme Coachwed, plus loin Coaching. Voilà. Et puis The YouVision, le site de The YouVision. Je voudrais aussi dire merci à Live TV. J'aime bien tout ce que vous faites ici, la télé sans filtre. Alors ici, on peut vraiment faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc vraiment bravo et chapeau à vous. Félicitations pour ce que vous faites et puis bonne continuation. Merci madame. Merci on madame. est tous à nos places. Hein. Vous êtes sûr. Voilà. Je crois que vous êtes d'une
Je crois que c'est lui. Merci madame. En tout cas, toutes nos équipes se joignent à moi pour souhaiter à tous nos téléspectateurs une bonne fin de soirée sur Live TV. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Amen.